Jean Musy, bonjour. C'est à la fois un honneur et un privilège de pouvoir échanger avec toi. Tu es directeur de Radio Zone, président de l'association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein. Tu as du métier, parce que ça fait maintenant plus quasiment 30 ans que tu exerces le métier de journaliste. Ces dernières années, tu as publié sur le Rwanda et c'est le sujet principal de l'entretien de ce jour. Tout d'abord, comment est-ce que tu as rencontré le Rwanda et les Rwandais? Alors j'ai rencontré en fait deux étudiants rwandais très tôt, lorsque je suis arrivé à l'université de Genève dans les années 70. Il y avait à ma gauche un Rwandais et à ma droite un Zaïrois. Et puis très vite, nous avons fraternisé, on a entendu un petit peu les uns, on s'est entendu les uns les autres, on a discuté un tout petit peu de la situation de leur pays, mais ce n'était pas quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, sauf la découverte, bien entendu, d'étudiants venant de loin. Voilà. Je suis allé ensuite plus tard en Sorbonne, et là, j'habitais dans un ancien lupanar racheté par l'armée du Salut, dans la région de Barbès à Paris. Et il y avait mon voisin de chambre, dans une grande chambre, sans doute une grande courtisane. Il y avait donc un Rwandais qui était là, qui était contrôleur de métro et qui faisait une thèse sur les Hutus et les Tutsis. Deuxième rencontre du Rwanda, mais il n'y avait pas, je dirais, matière dans l'actualité à s'y passionner. Je dirais, c'était une découverte d'un pays lointain, etc. C'est surtout à partir du moment où j'ai travaillé sur les mouvements de libération que ça a été plus intéressant. Parce que j'ai suivi très vite la création et la naissance du Front patriotique rwandais, le FPR. Et puis, dès avant le génocide, dans les années 90, par là autour, déjà, j'avais des contacts. 92 exactement, et j'ai pu rencontrer à ce moment-là le président, le grand responsable du Front patriotique à Genève, très discrètement, avec lequel j'ai fait des enregistrements très longs, et qui m'a expliqué, tout simplement, ce qui allait se passer. Et c'est vrai que c'est un document historique aujourd'hui, puisque en 4 heures, on a quasiment brossé l'évolution de la situation rwandaise, et surtout, il prévoyait parfaitement qu'il pouvait y avoir d'énormes difficultés, que ce serait très difficile, le gouvernement était prêt à tout, et aussi comment construire une société, un mouvement, une économie différente une fois arrivé au pouvoir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais quand et comment entends-tu parler du génocide en lui-même? Alors c'est une question extrêmement délicate, parce que parler du génocide signifie une sorte de prise de position. Il est évident qu'on sait déjà, dans les années 60, qu'il y a eu d'immenses massacres qui ont été accomplis par la Nouvelle République. Et on parlait déjà avec Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell de début de génocide. Donc on connaissait déjà une ampleur de massacres énormes dans les années 60 qui s'est répété dans les années 60 jusqu'entre 60 et 66. Donc il y avait déjà quelque chose qu'on connaissait à ce niveau-là. Il y a eu ensuite, dans la prise de pouvoir de Juvenal Habyarimana, qui est l'ancien ministre de la Défense du président fondateur de Kayibanda, de la République du Rwanda. Donc il fait un coup d'État en 73. Là aussi, il y a toute une série de massacres importants qui se répètent en quelque sorte. Et puis, lorsqu'on arrive en 90, ça c'est le moment crucial. J'appelle 90, c'est quand même le discours du labo de Mitterrand. Il ouvre au parti africain le multipartisme. Il dit qu'il faut maintenant partager le pouvoir, en tout cas avoir une démocratie, etc. Le pape arrive peu de temps après, en septembre, au Rwanda. Et le 1er octobre, les colonnes du FPR descendent de l'Ouganda et foncent sur Kigali, stoppées par l'armée française, l'armée zaïroise et l'armée belge, massacrant les dirigeants du front, et sursuivit une répression féroce contre la population civile, avec énormément d'arrestations et de tueries, d'arrestations dans les stades, etc. C'était très important. Et il s'ensuit à partir de là une véritable répression systématique de la population. On définit le critère de Tutsi comme l'ennemi. Donc il faut savoir qu'au Rwanda, Hutu et Tutsi, ce ne sont pas des ethnies, ce sont des catégories sociales.
Un Hutu, c'est un agriculteur, un Hutu, c'est un pasteur, un Twa, c'est un potier, voilà. Et on définit en général à peu près le Tutsi comme étant, je dirais, propriétaire de plus de 10 vaches. Et il y avait surtout dans le Rwanda, dans l'ancien, beaucoup de clans. C'est ces clans qui avaient plus d'importance que ces définitions Hutu-Tutsi. Il y avait des rois Hutu-Tutsi qui étaient de ces clans, le tout dominé par une monarchie Tutsi. Mais cela dit, évitons de tomber dans le piège de l'ethnisme. Toute la question est là. On l'a réduit à un conflit ethnique, alors ce n'est pas du tout. Même langue, même territoire, même religion de cette population rwandaise depuis des siècles. Ancienne colonie allemande, je précise. Alors, il faut savoir que lorsqu'il arrive justement le coup d'État du FPR, puis la répression qui s'ensuit, on est à un moment assez crucial parce qu'il y a un système politique et policier qui s'est installé, avec l'appui aussi de l'étranger, notamment des Français. Les militaires français forment les milices, forment les jeunesses du régime, les arment, les entraînent. Et là a lieu une série d'exactions, notamment dans le nord du Rwanda, en 92, une petite population montagnarde Tutsi qu'on appelle les Bagogwe. Ils sont effectivement des montagnards qui ne se mélangent pas trop aux autres, et massacrés systématiquement. Et là, on parle de génocide Bagogwe. Et une commission d'enquête mandatée par des organisations de droits de l'homme rwandaises appelle au niveau international de l'aide. Et une commission internationale est créée pour ça, et va enquêter entre autres sur ces régions-là, et va parler d'un début de génocide. Donc on savait très bien que déjà il y avait systématiquement des escadrons de la mort spécialisés, très liés à Sagatwa, qui était très proche du président Habyarimana, le président du Rwanda. Et on a, à partir de 1993, il y a toute une enquête qui sort, qui est contestée, bien entendu, par les milieux gouvernementaux, contestée d'une façon assez scandaleuse, puisque certains ont parlé, même en Suisse, de méconnaissance des pratiques funéraires rwandaises quand on découvrait des charniers. Donc ça donne un peu l'ampleur et la grossièreté des arguments utilisés. Et à partir de 1993, il y a donc une négociation qui s'est faite et qui a eu lieu à Arusha entre le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais. Une négociation qui aboutit à un accord de partage du pouvoir. En gros, l'armée et la police, 50-50 pour les deux, pour diriger le pays, etc. Et au moment où l'accord est signé, va se mettre en place, Juvenal Habyarimana revient avec en plus un président burundais qui a fait de l'avion stop, il se trouve dans son avion, et au moment où il arrive sur Kigali, il se fait descendre par un missile, vraisemblablement tiré par les ultras de son parti, et il meurt, et commence à ce moment-là le début, ce qu'on appelle le génocide. Alors le génocide n'est pas déclaré comme tel tout de suite, mais très vite, on s'aperçoit que dans l'ampleur des massacres, la systématique, et je rappelle que ce n'est pas l'ampleur des massacres qui définit un génocide, c'est la qualification des massacres. Quand on tue systématiquement une population, que pour des raisons, parce qu'elle est Tutsi, parce qu'elle est homosexuelle, ou parce qu'elle est, par exemple, comme les nazis l'ont fait, juive, etc., là, il y a vraiment une définition de génocide. Très vite, le pape même, dès le mois de mai, en appelle tout simplement à la communauté internationale en dénonçant le génocide. Plusieurs gouvernements aussi, y compris français. Il a fallu attendre un peu plus tard encore pour que l'ONU intervienne directement et parle de génocide. Alors ça, c'est une qualification juridique, mais il n'empêche que dans les faits, on savait depuis très longtemps que le génocide avait eu lieu. Tout l'enjeu de la contestation du génocide, c'est de dire qu'il y a eu des grands massacres. On est en guerre, il y a des grands massacres. Donc s'il y a des grands massacres, c'est une simple guerre. S'il y a un génocide, c'est autre chose. Et là, le révisionnisme s'est installé depuis le début par les partisans du gouvernement et les auteurs du génocide, et par leur soutien, et par une diaspora qui fut extrêmement active, notamment en Suisse. Alors, ce qui fait l'originalité, si je peux me permettre le mot de ton travail, c'est que tu braques en fait la lumière sur l'Église et la Suisse. Parce que tout à l'heure, tu parlais en fait d'une mise en responsabilité de la France. Et dans la sphère journalistique, très souvent, on a beaucoup parlé de la responsabilité de la France, mais
on n'a pas parlé d'autres responsabilités. Et l'originalité de tes écrits, notamment, c'est de parler d'autres responsabilités de l'Église et la Suisse. En quoi l'Église est-elle responsable du génocide au Rwanda? Alors, il faut savoir que c'est une question de contexte et c'est une question aussi d'histoire. Alors, on va parler de la France parce que c'était elle qui était plus impliquée dans l'entraînement des milices, dans l'intervention militaire, voilà, les faits directs. Et puis les Français étant très auto-centrés sur leur propre politique, on ne regarde pas très bien ce qui se passe ailleurs. Mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Et les principaux acteurs au Rwanda, on peut parler de la Belgique, déjà dès le départ, puisque rappelons quand même que le Rwanda, ce qu'on appelle le Rwanda et l'Urundi dans les années 60, n'est qu'une, je dirais, une émanation un petit peu de ce qui se passe au Congo belge. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a l'assassinat de Lumumba au Congo belge dans les années 60, tout de suite, il y a une forte émigration beaucoup de colons qui s'en vont, notamment des Suisses, qui partent en Afrique du Sud, et beaucoup de Belges aussi. Donc on a énormément de gens qui quittent, et il y a aussi des troubles partout. Donc les mêmes militaires belges qui sont intervenus au Congo vont intervenir au Rwanda et au Burundi. Et on se trouve à ce moment-là qu'il y a des gens extrêmement importants qui sont au pouvoir, notamment dans l'Église à ce moment-là. Au Rwanda, c'est Monseigneur Pérodin, un archevêque suisse dont le frère est vicaire général au Burundi. Situation particulière, ils appartiennent au même ordre religieux, les Pères Blancs, et même famille, même ordre religieux, occupant des positions clés dans l'Église. Et pour cela, il faut l'autorisation du pape. Donc c'est eux qui l'ont tué. Alors revenons un petit peu sur l'histoire de cette église. Cette église au Rwanda joue un rôle capital. C'est elle au début du XXe siècle, du XXe siècle, qui s'installe en soutenant l'appui colonial. Le Rwanda était une colonie allemande. Au moment de la Première Guerre mondiale, rapidement les Belges interviennent pour la conquérir et obtiennent dans les années 20, au moment des négociations d'après-guerre, la gestion à travers la Société des Nations de ce territoire comme un mandat. Ils ont un mandat pour le gérer. L'Église à ce moment-là, qui est présente depuis un certain temps au Rwanda, il trouve un terreau extrêmement riche et fertile pour son développement. Les Pères Blancs ont cette attitude parce que c'est l'ordre religieux dominant, on peut dire, de cet endroit. Et les Pères Blancs, c'est un ordre très politique. Je dis toujours en boutade qu'il est à l'Église que le communautaire n'était à Moscou. C'est-à-dire, en gros, on convainc tout de suite qu'il faut convertir d'abord les leaders pour avoir les masses derrière. Et on le voit dans les années 30, dans les bulletins des Pères Blancs, que j'ai d'ailleurs chez moi, que j'ai pu en trouver et en acheter, on parle de tornade blanche. C'est-à-dire, en gros, il y a tout simplement une quantité de baptêmes, des dizaines de milliers de baptêmes par mois. On donne même la taille des ciboires à lesquels on distribue les hosties et tout, tellement c'est important. Alors, est-ce que les gens sont vraiment convertis? Disons qu'ils ont surtout décidé de se mettre sous l'égide de l'Église, surtout, mais c'est tout. Et alors, on a cette vague énorme, sous l'influence essentiellement des prêtres religieux français, jusqu'à ce que, dans les années à peu près 50, s'installe Monseigneur Pérodin. Monseigneur Pérodin, qui est un prêtre, donc Père Blanc, qui vient de Fribourg, où il a fondé l'Africanum pendant la guerre, qui est un lieu pour l'ordre religieux spécialisé sur l'Afrique. Et les Pères Blancs ont cette particularité d'avoir été fondés en Algérie, notamment par le cardinal de la Vigerie, et Notre-Dame de Sainte-Afrique à Alger. Ils ont fait construire une église très importante, et cet ordre religieux est là pour lutter contre l'esclavage et pour accompagner la colonisation française particulièrement. Et Monseigneur de la Vigerie, comme cardinal à l'époque, est aussi député à l'Assemblée nationale. Voilà, ça explique un tout petit peu l'impact et le côté très politique de cet ordre religieux. Et ils vont essayer dans toute l'Afrique, ils vont faire une ceinture blanche, on peut dire de Pères Blancs, d'est en ouest. On trouvera ces gens depuis le Niger, le Mali, le Tchad, jusqu'en Somalie, au Soudan, etc. Et tout. Et la région des Grands Lacs, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont voir émerger les mouvements d'indépendance des années 50. Le Maroc, déjà dans les années 54, la Tunisie aussi, l'Algérie, c'est après.
ils sentent venir pour eux une menace communiste. Le mouvement de libération, pour eux, sont une menace communiste. Donc, ils décident de lutter contre le communisme et font une véritable croisade. Et Monseigneur Perraudin part au Rwanda, et ça, j'ai des documents à ce sujet qui le montrent très clairement, pour faire une croisade anticommuniste. Donc, jusqu'à présent, la politique de l'Église était de s'appuyer, comme le faisaient les Français, l'Église soutenue par Monseigneur Classe, qui est un évêque français remplacé par Perraudin après, soutenir une politique, je dirais, plutôt de soutien aux leaders pour avoir les masses, et donc les leaders étant une grande partie Tutsi, on s'était associé aux Tutsis, et maintenant, avec Perraudin, on va faire le contraire, on s'aperçoit que c'est des gens qui sont dangereux parce qu'ils ont des velléités de mouvements de libération, de faire des mouvements de libération, donc on va au contraire faire une révolution sociale, c'est ainsi qu'il le présente, en soutenant les Hutus qui sont considérés comme des serfs ou des vassaux des autres. C'est toute une construction qui était faite à ce sujet. Ceci est appuyé déjà depuis les années 30 par l'instauration d'une carte d'identité par les Belges, que l'Église a largement soutenue, carte d'identité qui fixait un quota. On mettait par exemple 15% de Tutsis et le reste en Hutu, 1% de toi, ce qui délimitait une participation à la fois à la fonction publique, à l'armée, etc. et à l'éducation. Donc on ne pouvait pas avoir plus de temps de groupes comme de Tutsis présents dans l'administration, dans les écoles, etc. et tout. Ce qui est aberrant parce que les Tutsis sont répartis également sur tout le pays. Dans le sud, ils sont beaucoup plus nombreux que dans le nord. Donc il y a vraiment des discriminations assez fortes. Et ça crée un climat. Et ce climat est renforcé par le fait que lorsqu'il y a eu des répressions qui vont se faire dans les années 59 et les années suivantes, on va toujours rester impuni. Alors l'Église en 59, Monseigneur Perraudin sort une pastorale, une lettre qu'il lit, qui fait lire dans toutes les églises du Rwanda, où en quelque sorte il donne le feu vert au massacre. En gros, de facto, c'est ça, c'est une sorte d'appel au soulèvement. Et effectivement, il y a là un déclenchement d'énormément de massacres et tout. Beaucoup de Tutsis doivent partir, doivent s'enfuir. Ils partent du côté de l'Ouganda, Tanzanie, un peu partout. Mais ils ont essayé de revenir par la suite. Et voilà, l'idée, c'est de quelque sorte de chasser la royauté et d'instaurer, une république, mais une république, bien sûr, à la solde et aux intérêts de l'Église. L'Église, ce sont aussi des propriétaires. Ils possèdent une bonne partie à la fois des hôpitaux et des écoles, et en termes fonciers également. On peut parler, les chiffres sont difficiles à donner comme ça, mais on peut dire en tout cas plus de la moitié. Et puis en ce qui concerne les propriétaires foncières, ils ont beaucoup de terrain, etc., de tous les côtés. Ils sont intéressés au premier chef à ce que perdure un certain ordre politique. Donc ils instaurent à ce moment-là la République avec Kayibanda. Kayibanda, qui était un peu un journaliste préformé avec Kinyamateka, qui est un journal catholique, donc à la solde du pouvoir, et ils en font une marionnette qu'ils installent au pouvoir. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc l'Église travaille à lancer des projets de coopération, notamment avec la Suisse, bien sûr Perraudin, comme bon valaisan, puisqu'il est originaire de Bagne, fait appel à la Suisse pour ouvrir une coopération dans les années 63 et s'instaure à ce moment-là quelques projets importants, notamment le projet Trafipro, qui est un petit peu ce que faisait la Migros. La Migros, c'est une grande coopérative qui en Suisse, c'est quasiment un supermarché qui est monopolistique avec la Coop. Ils sont deux coopératives qui redistribuent les bénéfices, mais qui sont monopolistiques sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de petits commerces comparativement. Et ils avaient à l'époque l'habitude de prendre des camions et de faire des magasins ambulants avec les camions. C'est ce qu'ils ont fait au Rwanda. Donc c'était intéressant, c'était bien. De l'autre côté, n'avaient accès à tout ça que ceux qui étaient d'accord avec le régime. Donc il fallait, pour bénéficier de tout ça, des accords, ce n'était pas que la population qui bénéficiait, c'était surtout les hauts cadres et les gens qui étaient d'accord avec le régime, qui bénéficiaient un peu de tous ces avantages. Deuxième projet important, le projet de l'Union des banques populaires, qui est l'équivalent un peu des Kreisraiffeisen. C'est un projet d'église qui est né en Allemagne et en Suisse. Très bon projet au départ, puisque sur la base d'une vache ou d'une petite parcelle de terre, on peut obtenir l'octroi d'un prêt qui permet, au moment des soudures, quand on a une mauvaise récolte, d'avoir un peu de cash pour acheter encore ce qu'il faut en semencier tout pour recommencer, repartir.
Sauf que là, encore une fois, pour la finance du régime, on n'y bénéficie que si on est d'accord avec le régime et si on est membre du parti. Donc c'est devenu une série de banques corporatives avec les banques des militaires, les banques de la police, la banque des commerçants, etc. Mais au lieu de travailler sur les campagnes, c'est devenu un travail essentiellement avec des citadins. Et des citadins possédants et surtout politiquement engagés avec le régime. Donc voilà, 2 projets lancés par l'Église avec la coopération, et la Suisse intervient beaucoup, puisque ces 2 grands projets, c'est les plus grands projets à l'époque au Rwanda, sont les projets suisses. La Suisse est donc impliquée là-dedans, et elle s'implique encore plus fortement, notamment en octroyant, en payant 6 conseillers à la présidence du Rwanda des années 66 environ jusqu'à 93. Elle a toujours nié leur véritable importance, mais en réalité, c'est des gens qui sont clés. Ils rédigent les discours du président, ils gèrent ses affaires financières, etc. Et tout. On parle toujours du dernier, Jeanne Ray, qui est un Canadien-Suisse, parce que c'est celui qui est resté le plus longtemps, enfin, en dernier. Mais en réalité, il y en a d'autres qui ont joué un rôle très important. Un certain Lint, qui était en 1973, au moment du coup d'État au pouvoir. Imaginez-vous qu'il a son bureau en face de celui du président. Il y a le coup d'État, il est là avant, pendant et après. Ça s'appelle comment? Il n'y a pas de la complicité. Donc voilà, c'est un monsieur qui n'est pas négligeable. C'était un ancien ambassadeur suisse aux États-Unis et en URSS, un des fondateurs des services secrets suisses, journaliste d'origine, et un monsieur qui avait donc pignon sur rue et qui était extrêmement important et qu'on a, après, je pense, une carrière bien nourrie, placé là. Donc, jouant un rôle clé. Alors, il y en a d'autres, hein, donc il y en a eu 6 au total. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et lorsqu'il y a eu une sorte d'évaluation de la coopération suisse en 1995, juste après le génocide, pour évaluer le rôle de la coopération suisse, ce rapport a servi uniquement à dédouaner la Suisse, sans rentrer dans le détail. Et sur la responsabilité de ces conseillers à la présidence, rien n'a été dit, sous prétexte que rien ne leur a été reproché. Tout le monde ne dit pas vu, pas pris. Ben, ça s'appelle une morale de mafieux pour juger l'histoire. Il faut être clair. En fait, on voit très nettement dans ce que tu viens de nous décrire qu'il y a, d'une part, l'Église qui a un État dans l'État, si je peux me permettre. Deuxièmement, qu'il y a une espèce de connivence entre l'Église et la Suisse. Mais concrètement, comment est-ce que la coopération suisse peut être mise en cause sur le dernier génocide? Il y a eu plusieurs éléments. D'abord, par exemple, elle a soutenu toute une série de projets qui étaient importants. Donc, ces banques populaires sont arrivées jusque-là. Elles étaient dirigées notamment par plusieurs personnes, donc conseil d'administration avec des Suisses. Hein. Le président de ces banques était le ministre de la Défense du Rwanda. Et dans le directeur exécutif, il y avait un certain Jean Kambanda, qui était directement donc, directeur exécutif de ce projet suisse. Ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est un homme qui est extrêmement impliqué dans les mouvements radicaux qui dans les années 92, 93 à 94, donc très violents. Et lorsqu'arrive le génocide, eh bien le voilà qui quitte la présidence des banques populaires et qui devient le premier ministre du génocide. Et c'est le premier qui est tombé, qui a aussi reconnu finalement sa participation et qui était ensuite au tribunal populaire international d'Arusha par la suite, était condamné le premier parce qu'il avait reconnu sa participation. Donc là, on a affaire à quelque chose d'extrêmement clair. La Suisse jamais n'a relevé ça. Quand Banda faisait des discours, un grenade à la main pour montrer qu'il faut tuer, pour quelqu'un qui était votre collaborateur pendant des années à la tête d'un des plus grands projets que vous avez là-bas, ça s'appelle comment? Je dirais, il y a quand même un petit problème, non? On ne sait pas qui c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il fait? Voilà un cas. Le deuxième cas est plus particulier, et je dirais qu'il est symptomatique aussi. Il y avait un autre projet très important à Kigali, donc au Rwanda, Kigali c'est la capitale, c'est Iwachu. Iwachu, c'est un projet qui servait de coopérative de formation. On formait les cadres, des petits moyens, surtout les petits moyens cadres. On faisait des centres de formation, on faisait de l'éducation, etc. C'est comme une sorte de lieu professionnel extrêmement important pour un pays comme le Rwanda. Il était dirigé par la coopération suisse, qui en payait essentiellement le personnel, les Américains en payaient le matériel.
Et au moment du génocide, il est dirigé par un certain Kiko Nsengimana, monsieur qui est à l'époque un des coordinateurs des ONG du Rwanda. Au moment du génocide, très vite au début du génocide, il y a un témoignage accablant. C'est le projectionniste de l'ambassade de France, qui est un Tutsi, qui voit partir toute l'ambassade et les soldats français. Puis on dit, cher monsieur, vous nous avez beaucoup aidé, mais vous restez sur place, nous on ne vous prend pas. Donc il est coincé, il ne peut pas tellement sortir, le génocide est en cours, on massacre de tous les côtés. Et il apprend que sa petite fille, qui a une dizaine d'années, est en train dans Iwachu, est en train de mourir. Et il témoigne dans un livre qui est paru dans les années 90, après le génocide, que sa fille est restée 3 jours, une balle dans la tête, en train de mourir au milieu de la cour d'Iwachu. Personne n'est intervenu. Il y avait à peu près plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui étaient là rassemblées, cerclées par 600 miliciens, Interahamwe, donc ces miliciens extrémistes de ces milices, qui ont été massacrés et qui ont été prisonniers de cet endroit, et personne n'en a jamais parlé. La Suisse n'en a jamais dit un seul mot. Voilà, Madame Ranfer, qui était à l'époque la responsable de la coopération suisse, qui avait une place directe dans ce projet, n'a jamais rien dit. Et Kiko Nsengimana, qui était le directeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poudre d'escampette immédiatement, il est parti dans les camps de réfugiés avec le gouvernement intérimaire pour se réfugier en Suisse et ensuite venir taper sur le Front populaire. C'est son droit de penser ce qu'il pense, mais pourquoi il n'a rien dit? Et aujourd'hui, ce monsieur, il est à Asloka en Suisse, dans une association de défense de locataires, et travaille en parti vert. Donc voilà, la Suisse a des responsabilités, voilà quelques exemples précis. Et là, on n'a jamais reçu de réponse. Et là, je pense qu'il y en a encore d'autres, j'en ai plusieurs, mais voilà quelques exemples clés qui sont quand même pour des projets phares, pour des enjeux quand même assez aussi essentiels, surprenants, pour ne pas dire, je dirais, criminels, parce que là, il y a une complicité, je dirais, gouvernementale. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Pourquoi on n'a pas demandé des comptes à ces gens quand ils étaient débriefés? Est-ce que finalement, on a pour le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc., ne serait-ce qu'au niveau du Parlement et tout? On n'a rien demandé non plus, on n'a rien dit. Jean Musy, finalement, c'est un travail, je pourrais dire, quasi banal de journaliste qui conduit à des procès, parce que tu as eu des procès. Comment ça peut s'expliquer? Parce que finalement, tu nous restitues dans cet échange, tu nous restitues simplement ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, et ce qui, est, pour moi, est d'ailleurs très intéressant, parce qu'on a une perspective historique. Mais comment expliquer qu'il y ait des procès? Est-ce la faillite de la diplomatie suisse qui fait qu'il puisse y avoir des procès contre toi? Ou est-ce le fait que tu dises que l'Église a perdu son honneur au Rwanda? Il y a plusieurs choses. La Suisse a très longuement soutenu donc une coopération importante. Le Rwanda était devenu, comme le Burundi, une sorte d'exemple type. La plupart des coopérateurs suisses ont été, on peut dire, formés par cet exemple-là. Donc ceux qui étaient à la tête de cette coopération suisse avaient le modèle, le Rwanda et le Burundi, qui fut un grand échec parce qu'au Burundi, il y a eu également beaucoup de massacres. Et il y a eu, on peut dire, ça s'est effondré aussi, puis au Rwanda également. Donc on peut dire que le modèle que la Suisse voulait fonder est un échec. Alors ça a été très mal vécu parce qu'il fallait d'abord accepter le phénomène et en plus c'était très difficile. Et l'Église a été très partie prenante dans cette affaire, donc elle défendait quand même une partie contre une autre. Donc autrement dit, c'est elle qui imprimait aussi par ses rapports, par ses informations, etc., par ses demandes, toute une coopération très dirigée par la démocratie chrétienne en Suisse. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des ministres démocrates chrétiens, il y a eu des socialistes aussi, mais il y a aussi beaucoup de démocrates chrétiens. Et c'est la démocratie chrétienne qui a été un peu derrière, un peu à la base de tout ça. Monseigneur Perraudin a beaucoup joué là-dessus. Parce que derrière l'Église, c'est aussi dans les années 50, 60, le mouvement de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui est un peu le bras armé de l'Église contre le communisme. Donc on a un rôle social de l'Église, on a des prêtres ouvriers, on fait une action humanitaire dans les pays du tiers-monde. Tout ça, c'est très positif. De l'autre côté aussi, on sait que c'est très bien pour ne pas lécher le champ au mouvement de libération et au communisme où s'implanter. C'est évident, il y a une guerre aussi idéologique là-dedans. Monseigneur Perraudin a beaucoup joué là-dessus. Donc il a obtenu beaucoup d'appui. Et dans la coopération suisse, qui appartient au ministère des Affaires étrangères, il y avait donc à la tête de ces ministères des Affaires étrangères beaucoup de démocrates chrétiens. Il y a également au moment du génocide un socialiste. Et ce socialiste était un grand ami de Mitterrand, donc on voit très bien, on voit que la politique française et suisse étaient très liées aussi à ce moment-là.
Et donc, tout ça fait que ce n'est pas une question de gauche ou de droite du tout. C'est une question d'alliance, c'est une question de gens qui passent, une fois de la coopération, ils vont dans les ONG. D'ONG, ils passent dans des circuits internationaux d'entraide. C'est un peu un monde qui circule et qui tourne, qui vivent de ça et qui ont à peu près les mêmes objectifs et qui ont les mêmes intérêts. Lesquels? Les coopérations suisses gagnent bien leur vie au Rwanda. Quand on est là-bas, on gagne largement bien sa vie, on a une maison, des domestiques. Et pour faire quoi? Pour faire quoi? De l'aide pour un certain temps. Et j'ai lu beaucoup de rapports dans les années 70, justement, sur ces coopérants qui étaient très contents, et qui avaient bien fait leur fortune, ils avaient bâti leur maison, ils revenaient tranquilles en Suisse. Et je veux dire, on ne se mêlait pas non plus avec la population, c'était même pas quelque chose qui était recommandé. J'ai lu des rapports aussi de la coopération suisse dans les années 70 qui disaient que le coopérant suisse devait rester à l'écart, de ne pas se mêler trop, il faisait son boulot, mais c'est tout. C'est une conception aussi qu'on a vis-à-vis un peu classique à l'époque, dans les années 60. C'est pas simplement suisse, c'est partout en Europe. Mais il y a des gens aussi qui ils sont formés, ils ont de l'argent, ils sont considérés comme une élite, et ils gravitent autour du pouvoir. Donc il y a des questions là-dedans de garder leurs privilèges et leurs avantages. Maintenant, en ce qui concerne comment dirais-je, la Suisse, il faut savoir aussi qu'elle a non seulement perdu un modèle avec ce problème du Rwanda, mais en même temps, on voit toutes les liaisons dangereuses. Ranfer, qui était la chef de la coopération au Rwanda, était franco-suisse. Un des directeurs exécutifs des banques populaires, c'est un Français, le fondateur du mouvement anti-apartheid français, un grand ami de Mitterrand, mis à la tête du projet de l'Union des banques populaires, et qu'après, il a cette faillite, il est parti au Burkina, etc. On a donc affaire à aussi beaucoup de doubles nationaux ou des Français qui travaillent avec les Suisses, et les Suisses qui travaillent pour les Français. Donc on est dans un monde où... Tout s'interpénètre. Tout s'interpénètre complètement, absolument. Et donc ne voir que le rôle des Français, c'est oublier que derrière, il y a l'image des autres. Et les autres, ils tiennent les ficelles. Je donne un exemple très intéressant qui est peu connu. Ça n'a pas une relation directe à ce qu'on vient de dire, mais ça montre un petit peu le genre d'intérêt. En 1960, lorsque on a l'indépendance du Congo, les banques belges qui sont au Congo sont tenues à 60% par des capitaux suisses. Pratiquement personne ne sait ça aujourd'hui. Il y a une étude qui a été faite dans les années 90 à ce sujet. Ça montre bien la puissance et la force de la Suisse là-dedans. Quand les Suisses partent du Congo, ils s'installent en Afrique du Sud. Les Suisses qui sont partis de Tunisie, d'Algérie, du Maroc à cause des mouvements d'indépendance s'installent en Afrique du Sud. Et ça expliquera pourquoi, plus tard, on trouvera que l'Union de banques suisse prêtera 2 milliards de dollars à l'apartheid. Donc tout ça explique. Une colonisation suisse existe, on peut dire oui, d'après les historiens, on peut expliquer qu'il y a une forme de colonisation suisse qui a existé aussi à travers ses présences d'ingénieurs très haut placés, de hauts techniciens, de projets très importants. Notamment au Congo, il y avait un projet énorme sur les barrages du Zaïre par Sulzer. Tout ça a capoté. Donc la Suisse est extrêmement présente, contrairement à ce qu'on croit. Elle a des gens de grands techniciens, de grand niveau. Donc au Rwanda, elle n'a pas peut-être cette importance-là au niveau de cette présence-là, mais par contre, il y a l'Église. Et l'Église a fait ce boulot. Mais une Église toujours suisse. Est-ce que ce n'est pas un raccourci de dire que l'Église est un pendant de la coopération suisse? Alors, il faut savoir que Monseigneur Pérodin, en tant qu'archevêque du Rwanda, a cette responsabilité-là. Il y a, bien entendu, il pilote une communauté assez vaste, ça va non seulement du Rwanda, ça va jusqu'au Kivu. Donc la partie est de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, qui est l'ancien Congo belge. Et donc tout ça, c'est une série d'écoles, d'universités, de séminaires, de coopératives de production. Il y a énormément de choses derrière tout ça. Et d'argent qui circule, d'aide, qui passe en cash comme ça dans les poches des bons prêtres, dans les avions. Ça, c'est quelque chose que M. Pérodin gérait complètement. Donc, c'est une puissance financière, une puissance politique. Et donc, lui a très, très clairement pris parti. Maintenant, comme toujours, on est toujours avec une certaine retenue quand on veut dire est-ce que toute l'Église, certainement pas. Mais la hiérarchie catholique
a eu beaucoup de mal à prendre la distance avec le rôle des prêtres au Rwanda, notamment, particulièrement au moment du génocide. J'ai participé à la rédaction d'un livre qui s'appelle « Rwanda, l'honneur perdu de l'Église », publié en 1999, aux éditions Goliath, avec Christian Terrasse et Mediba. Et j'en ai fait à peu près 30%, où j'ai fait plusieurs enquêtes assez importantes, justement, pour savoir qui étaient ces prêtres qui ont participé au génocide. Et là, j'ai pu découvrir dans les archives secrètes de l'Église au Rwanda, j'ai eu la chance on peut dire, mais j'ai pu avoir la possibilité de mettre la main dessus pendant un certain temps. Et j'ai découvert par exemple le dossier des aumôniers militaires, complètement inféodés au pouvoir, avec des gens qui ont participé directement au génocide, organisant les milices, etc., tirant, tuant, violents. Et l'un d'entre eux se trouvait à un moment donné, après le génocide, à Genève, aidé par les dominicains de la paroisse de Colonie. Et que faisait ce monsieur-là? Un aumônier militaire devenu aumônier à l'hôpital colonial de Genève. J'appelle ça un spécialiste de l'extrême-onction. Le problème, c'est que ce bon père était, en quelque sorte, camouflé plus ou moins là, discrètement, pour se refaire une virginité spirituelle et humanitaire. Et j'ai écrit donc sa biographie, on a sorti ça, et il a été arrêté, il était immédiatement envoyé à Arusha, il a été condamné, je crois, 25 ans de prison, etc. Et tout. Et encore aujourd'hui, les bons pères de colonie demandent des soutiens à leurs paroissiens pour aider le monsieur. Ça s'appelle comment? Jean Luzy, 25 ans après donc le génocide, est-ce que tout a été écrit? Est-ce que tout a été dit? Ah non, certainement pas. Justement, une bonne partie de ce que je viens de dire là n'est pas encore formellement reconnue comme telle, ni même écrite. Il faut savoir que cette affaire mêle beaucoup d'intérêts politiques des pays. Je vous donne un exemple. Le Fonds monétaire international avait recommandé au président Habyarimana de ne pas trop dépenser son argent dans l'armement quelques années avant le génocide. Alors que celui-ci l'a fait. Ils étaient au courant, ils l'ont vu. Ensuite de ça, il y a eu le génocide, on sait le poids que ça a coûté. Dans les années 92 déjà, il y a des trafics d'armes, j'ai bien des trafics d'armes qui ont été faits avec des millions de francs en jeu. Et voilà, ça a été fait. Et après le génocide, le FMI a le culot de demander des comptes au nouveau gouvernement en leur demandant de rembourser l'argent investi qui n'a pas été remboursé pour l'achat de ces armes. Et certains ont appelé la dette de sang. Et là, visiblement, le gouvernement du Rwanda, le BFPR, a décidé cette fois-ci de dire on arrête tout parce que c'est quand même un peu gros. Donc ils ont mandaté un sénateur, celui qui est devenu un sénateur belge plus tard, avec un économiste canadien, de faire un rapport qui a été gardé secret longtemps. Et dans ce rapport, on voit comment le régime de Habyarimana, dictatorial de Habyarimana, utilisait tout ce qui provenait de la douane, etc., de toute importation, avec un prélèvement assez important de sa famille, qu'on appelait la casou, la petite maison, pour ses intérêts propres et pour se constituer une fortune et un pactole aussi pour ses activités. Et ce pillage, on peut dire, du pays, eh ben, ce rapport a été ensuite présenté au FMI. J'en avais eu vent et essayé de discuter avec les autorités rwandaises qui préféraient le garder comme monnaie d'échange, on peut dire. Et le FMI a reculé et a dit non, finalement, on efface tout ça. Quels sont tes rapports avec les autorités rwandaises? Je ne suis pas un soutien du régime de Paul Kagame, je suis simplement quelqu'un qui cherche la vérité. Il se trouve que certains disent aujourd'hui, vous comprenez, voilà, il y a eu le génocide de Rwanda, des Tutsis, à telle période. Après, il y a eu dans les camps des massacres, des camps de réfugiés, etc. Et tout. Il y a eu une guerre au Congo et qui a fait des millions de morts. Est-ce que tu souscris à l'idée d'un double génocide? Justement, j'en viens à ça. La question, c'est qu'on ne peut pas travailler en disant, voilà, il y en a un qui massacre à un moment donné, qui massacre après, 50-50, on se dédouane. Non. Chaque criminel doit rendre compte de ce qu'il a fait. Donc si un gouvernement a fait des erreurs à un moment donné,
ils payent la casse. Les criminels qui ont fait leurs exactions doivent payer la casse. S'il y a d'autres exactions après, elles doivent être jugées et passer dans les tribunaux ad hoc. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Un gouvernement, c'est un gouvernement, il décide, il prend ses responsabilités. Il est responsable. Cela dit, commencer à dire, pour des questions de géostratégie ou je ne sais pas quoi, on commence à dire maintenant, celui-ci a fait ceci, celui-là a fait cela maintenant, puis c'est comme ça, 50-50, c'est-à-dire quelque part, on autorise tous les tueurs à circuler librement sans leur demander quoi que ce soit. C'est justement le problème du Rwanda, l'impunité. Le Rwanda a connu un génocide parce qu'il est resté dans l'impunité pendant des dizaines d'années. On savait très bien qu'on avait tué dans les années 60, tué dans les années 70, personne n'a été attaqué, personne n'a rien eu. Alors pourquoi pas continuer? Et c'est comme ça qu'on a monté pendant les années 90, grâce à des médias, les médias de la haine, comme Radio Mille Collines, etc., comme le journal Kangoura, on a monté en épingle les populations pour essayer de trouver toujours un bouc émissaire avec le voisin, etc., jusqu'à ce qu'à la fin, ça paraisse tout naturel d'aller le tuer. Alors, toi qui connais le Rwanda, est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, la situation est stabilisée et que dans les prochaines années, le Rwanda ne court pas de nouveau un risque de basculer si, par exemple, M. Kagame n'était plus président du Rwanda? Alors, le Rwanda a fait un énorme progrès, avec son mouvement de libération, je dis bien. Je l'ai connu comme tel. Je donne un exemple quand même, qui montre quand même la stratégie qui est intéressante. En 1995, je me trouve dans la radio nationale du Rwanda. Et j'enregistre un débat sur les futurs gachacha, ces tribunaux populaires. 1995. J'enregistre, je diffuse ça sur notre radio, Radio Zone, c'est un témoignage historique. Ça n'a été appliqué que 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Donc ils avaient compris. Déjà, que faire? Ils ont préparé cette intervention. Comment juger 1 million de tueurs pour 1 million de morts? Qui se comprend? Qui est coupable? Est-ce que c'est les principaux responsables, les dirigeants, ceux qui sont les instigateurs? Est-ce que tout le monde n'a pas mis un petit peu par lâcheté, etc. Est-ce qu'on était obligé? C'est toute la question. On connaît ça avec les tribunaux de Nuremberg. La défense des nazis était de dire, surtout du SS, j'obéis aux ordres. Bon, alors une partie c'est vrai, il y a aussi un conditionnement de la population. Quand les exactions se faisaient, par exemple, pour aller attaquer, je sais pas, un séminaire ou une église, on mettait les populations dans un conditionnement à la fois psychologique, musical, donner à boire, etc. et tout, pour en faire une sorte de transe. On attaquait des lieux de ce genre. C'était quelque chose comme collectif. Et il ne faut surtout pas que quelqu'un reste dehors pour qu'ils soient tous impliqués dans le meurtre et le massacre. Tout ça, c'était une stratégie qui était parfaitement élaborée. Bien entendu, avec des cadres formés et particulièrement entraînés aussi, et armés. Est-ce qu'on peut parler d'un retour éventuel justement au massacre et tout? C'est toujours le danger. Quand on a eu comme programme politique uniquement que l'ethnisme ou que l'appartenance ethnique comme programme politique, pour changer ça, il faut du temps. Déjà, la stratégie du Front patriotique rwandais était assez subtile, c'est-à-dire de ne pas laisser des camps de réfugiés, des sanctuaires aux frontières. Déjà, l'ONU a accepté de mettre des camps à moins de 20 km des frontières du Rwanda. C'est la même erreur qu'ils ont fait au Cambodge, ils l'avaient d'ailleurs reconnu. C'est encourager directement le retour, en fait, ou la tentative de retour. Sachant que les camps étaient armés, particulièrement armés, et les Français ont participé d'ailleurs, c'est reconnu aujourd'hui, les militaires français. Et donc, il faut mettre les camps à 150 km pour sécuriser l'espace et l'endroit. Donc, en ayant cette menace-là, très vite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de ramener les gens. À un moment donné, ils ont nettoyé les camps et ramené les gens au maximum, jugeant vraiment les tueurs principaux, particulièrement importants. D'ailleurs, les plupart qui étaient impliqués sont partis dans une fuite éperdue en Afrique, mais avec leur famille. Mais en réalité, ils ont récupéré beaucoup des gens pour faire vivre côte à côte des gens pour qu'ils réapprennent à vivre. Il faut dire la vérité, le génocide des Tutsis au Rwanda a réussi. Sur le nombre de Tutsis qu'il y avait au Rwanda, il ne restait même pas 5%. C'est dramatique. Et qu'est-ce qui restait au moment de l'arrivée du FPR? Il restait que des veuves, des jeunes femmes, essentiellement des jeunes filles et des veuves. Et des enfants. Voilà, ce pays s'est construit là-dessus. En récupérant les diasporas, Ouganda, Tanzanie, Burundi, etc., au Zaïre, qui ont pu se réinstaller, reconstruire un pays. Aujourd'hui, l'avantage du Rwanda,
Vous regardez, c'est propre, ça tourne, c'est bien organisé. Vous avez une sécurité sociale gratuite, unique en Afrique. Il y a une place boursière. Il y a maintenant un petit centre, un peu comme un Nairobi, qui a été créé maintenant d'affaires et tout. C'est un pays qui marche, qui a utilisé la coopération intelligente sud-sud, notamment avec l'Asie. Ils ont été formés leur cadre à Mumbai. Et revenir avec un ordinateur à 100 dollars plutôt qu'acheter des ordinateurs à 1000 dollars aux États-Unis qui étaient hors de prix. Alors qu'ils ont fait même des écoles là-bas. Les grands cadres ont souvent fait des écoles, dans les meilleures écoles du monde. Mais ils ont très intelligemment su construire une coopération aujourd'hui dans l'intérêt des gens. Alors, ils auraient dit qu'il y a plus ou moins la principale pauvreté. Il y a encore des problèmes, parce que la grande partie des Rwandais sont aussi des agriculteurs. Donc il faut former les gens, etc. Il faut former une jeunesse, il faut leur apporter quelque chose, du travail aussi. Ils ont énormément utilisé, ce qui est intéressant, c'est les nouvelles technologies, ce qui est très nouveau. Donc maintenant, partout, les communications marchent au Rwanda avec le téléphone. Il y a également l'utilisation des drones maintenant pour livrer des médicaments. C'est l'unique en Afrique aussi. Donc il y a vraiment utilisation. Ils ont été primés d'ailleurs aussi par l'Union internationale des télécommunications à ce sujet, pour leur utilisation de l'Internet. Je pense que là, c'est quelque chose de remarquable. Bon, c'est un petit pays. 7 millions, je crois, 2 ou 4 en 1994, 11 millions 2 aujourd'hui. Démographie galopante, parce qu'on peut comprendre après un génocide aussi, avec le retour de la diaspora, que les gens ont envie de vivre. Cela dit, il faut maîtriser. C'est tout petit, c'est pas un pays très grand. Donc il y a tout un travail aussi d'évolution. Le Rwanda n'a jamais connu de village avant. C'était des collines qui étaient divisées avec des parcelles. Et avec la mort des grandes quantités d'hommes, notamment, il a fallu travailler différemment. On ne pouvait pas laisser une veuve seule au milieu de je ne sais pas combien de dizaines de familles de tueurs ou de tueurs eux-mêmes ou de familles de tueurs autour de vous. Donc on a constitué aujourd'hui des villages stratégiques, on peut dire, avec des veuves, etc., pour qu'elles puissent se refaire et tout. Et donc ça a aussi changé la propriété. Parce qu'avant, chacun était propriétaire de sa parcelle, avec un droit d'aînesse important pour éviter le fractionnement avec les descendants. Aujourd'hui, on a introduit la succession avec les femmes, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. C'était nécessaire. Et le Rwanda, aujourd'hui, c'est un des premiers pays au monde qui a, je crois à peu près, je ne sais pas les chiffres exacts, je ne me souviens plus, c'est 60% de femmes, que ce soit au Parlement ou dans l'administration, partout, et qui a aujourd'hui plus qu'une parité, je dirais nécessaire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais tant mieux, et ça permet de montrer que c'est possible et qu'on peut le vivre. Travailler sur une construction politique d'opposition, oui, mais il faut que les gens apportent ça. La plupart des leaders d'opposition, c'est des gens qui étaient très liés à l'ancien régime, dans un premier temps. Maintenant, il y a une nouvelle génération un peu différente, mais qu'est-ce qu'ils proposent vraiment ? Le Congo est-il une épine au pied à un Rwanda plus prospère ? Ce qui est intéressant, c'est que le Rwanda est mitoyen du Kivu. Deux villes au nord, Goma, au sud, Bukavu. Au milieu, il y a le lac Kivu. Le lac Kivu, c'est une chose extraordinaire, c'est magnifique, c'est très très beau. Tous ceux qui ont vécu, y compris les colons des années 60, adoraient cet endroit. Et c'est un lac qui est construit sur une poche de méthane. Donc paradoxalement, si en cas de tremblement de terre, les volcans ne sont pas loin, ça peut tuer tout le monde d'un coup. Mais ce qui a été fait, c'est qu'ils ont utilisé au Rwanda le gaz pour en faire un système d'éclairage et d'énergie. Donc maintenant, tout le monde, tant au Kivu qu'au Rwanda, en bénéficie. Ce qui n'était pas le cas avant. Sous Mobutu, ce n'était pas possible. Sous Kabila, ce n'était pas terrible non plus, le père, je dis. Sous le fils, ils ont ouvert déjà cette possibilité. Je pense qu'avec le nouveau régime aujourd'hui, ça peut s'accentuer. Donc il y a une véritable possibilité de travailler avec le Kivu. La question, c'est est-ce qu'il y a une volonté de collaborer, de faire quelque chose ensemble ? Dans l'intérêt des gens, c'est important. Mais là-dedans, on a une division très grande qui est exploitée sur place, que ce soit des milices, Maï-Maï, que ce soit des différents groupes ethniques qui sont dressés les uns contre les autres. Mais pour intérêt de qui ? Justement, il y a beaucoup d'intérêts dans cette région-là. Il y a le coltan, qui est un minerai très utilisé pour la fabrication des portables. Il y a un Ituri, qui est la partie qui est au-dessus du Kivu, une quantité de mines, etc., qui sont exploitées aujourd'hui pour beaucoup de cadres génocidaires qui ont fui le Rwanda, sont installés là-bas, qui maintenant contrôlent une bonne partie aussi de cette région-là financièrement,
pour établir une zone d'instabilité, pour pouvoir retourner un jour au Rwanda. Il y a quand même quelque chose qui est là-dedans. Et pourquoi? Et pour l'intérêt de qui? Alors, la question de savoir, c'est que toute cette industrie du coltan, nous on dit beaucoup aujourd'hui que le Rwanda exploite tout, etc. Je dirais que ce n'est pas tellement exploité par le Rwanda seulement, c'est surtout exploité par les petits propriétaires sur place, qui exploitent déjà leurs congénères. Et ensuite, c'est envoyé par les transitaires, par le Rwanda, parce qu'il faut passer par le Rwanda, pour être vendu aux Chinois, à Dar es Salaam et à Mombasa, et qui, eux, achètent l'essentiel de cette production. Ils n'apparaissent pas sur le terrain, mais c'est à eux que c'est destiné. Donc, tout ça fait que... pourquoi? Parce que c'est un prix beaucoup plus bas que le reste du marché. Le coltan, on en trouve partout. Mais à ce prix-là, je crois que c'est 250 fois moins cher qu'ailleurs. Donc, c'est évident que les gens, là-dedans, ça vaut le coup, quoi. Et on ne sortira pas de là si on n'a pas un accord réel entre les deux gouvernements, du Congo et de la République démocratique du Congo et du Rwanda, qui peut parfaitement s'entendre. Mais il faut aussi, psychologiquement, dans cette région, on peut, je dirais, désidéologiser les problèmes. Parce que moi, quand j'étais dans les années 90 à Bukavu, l'opposition congolaise, elle était terrible. J'entendais des discours qui étaient d'épuration ethnique. Alors, il y a eu longtemps dans cette région du Kivu, ce qu'on appelait les Banyamulenge, qui est des populations Tutsi qui étaient dans ce coin-là du Rwanda. Lorsque les réfugiés Hutus sont venus, ils ont décimé ces gens, qui ont dû soit revenir au Rwanda, soit ils ont été tués. Et après ça, s'est installé dans cette région aussi tout un trafic important entre ces génocidaires qui ont eu de l'argent, des moyens, etc., et les Congolais. Et maintenant, que les Congolais, aujourd'hui, comment veulent-ils se sortir il faut qu'ils se sortent déjà des difficultés de manière nationale, générale, et qu'ils se sortent aussi qu'ils trouvent leur propre voie, etc. Mais est-ce qu'on les aide vraiment? Est-ce qu'on s'intéresse vraiment au Congo? Non. Bon, les Congolais vous diront qu'en fait, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui tient le pouvoir politique. Il y a une telle corruption, il y a une telle difficulté, il y a une telle inégalité, je dirais, dans les moyens, qu'il faut rétablir... Je pense qu'il faut établir des coopérations à long terme. Et là-dedans, ça passe déjà par un changement de pouvoir à Kinshasa. Je crois que c'est arrivé maintenant. On va voir si c'est efficace ou pas, de quelle façon. Les relations sont un peu rétablies entre le Rwanda et les RDC actuellement. Est-ce que c'est temporaire? Je ne sais pas. Puis il faut savoir que ce qu'on a autorisé à faire au Rwanda, c'est-à-dire laisser un petit pays finalement assez petit se développer comme il voulait, c'est difficile pour beaucoup de grandes puissances et de multinationales de laisser faire au Congo. Il y a une telle quantité de richesses, il y a une telle quantité de minerais, de pétrole, etc. et tout, que ça intéresse énormément de gens. Donc le pillage va continuer et la question est de savoir quelle façon aujourd'hui le Congo arrivera à dire un mot et à maîtriser son économie. Et je pense que là, c'est une affaire internationale, c'est pas une affaire locale. Alors le Rwanda, c'est un petit pays, quelque part, dérange pas beaucoup de monde, il se développe, il fait des choses intéressantes, voilà. Il a une armée quand même, il s'est battu beaucoup, il a une armée puissante. Il a donné maintenant beaucoup de soldats à l'ONU, que ce soit en Mali, il a donné en Érythrée, il a donné partout des troupes. C'est des gens qui sont disciplinés, qui savent se battre. Ce qui a bien entendu beaucoup impressionné aussi la communauté internationale de voir ça rompait les images de l'Afrique toujours, de ces soldats lâches, etc., qui partent. Parce que non, au Congo, le Congolais ne va pas se battre. Et s'il n'est pas payé par dessus de solde, et puis que son fusil n'est pas en bon état, et puis qu'on va lui tirer dessus, j'imagine que ce n'est pas très motivant pour se battre. Mais le Rwanda, c'est pas comme ça. Alors, nous allons vers le terme de cet entretien. Comme je le disais tout à l'heure, la particularité de ton travail, c'est d'avoir mis en exergue, en fait, d'autres responsabilités au niveau du génocide rwandais. 25 ans après, est-ce que l'Église a lavé son honneur? Est-ce que la coopération suisse a été revue? Non. La coopération suisse a été revue, mais elle n'a pas vraiment tenu les leçons du passé. Elle s'est tout simplement assise dessus. Et elle n'a pas rétabli des liens de coopération du même niveau qu'elle l'avait avant. Donc le Rwanda n'est plus un pays de concentration, c'est-à-dire un pays phare pour la coopération suisse.
Il faut dire que ça ne rapporte pas non plus beaucoup. La coopération suisse a toujours été une coopération très rentable. Quand on investit 1 franc dans la coopération suisse, on en recevait 7. C'est ce que disait l'ancien directeur de la coopération suisse il y a quelques années. Donc le Rwanda ne rapporte rien. En ce qui concerne l'Église, là je pense beaucoup à se faire pardonner. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup, mais la plupart des chefs spirituels de l'Église actuellement au Rwanda, les évêques, bonne partie ne sont encore des gens qui ont travaillé avec l'Ancien Régime. Donc il n'y a pas eu un renouvellement très fort. Donc il y a une bicéphalité dans l'Église rwandaise, aujourd'hui un peu difficile aussi encore, moins qu'avant, parce que vraiment, ils se sont bagarrés à l'intérieur même de l'Église beaucoup. Il y a des ouvertures, ça se tasse un peu comme on dit, mais il y a toujours des relents. Et puis vous savez, c'est bien joli de pardonner, mais on pardonne si la justice a passé par là. Simplement pardonner pour l'amour du prochain, après qu'on ait eu tant de sang et de larmes versées, c'est plus facile si la justice fait le ménage. Puis à partir du moment où la justice a donné les responsabilités de chacun, on peut dire oui, je pardonne ou pas. Mais avant, ce n'est pas les autres de décider. Est-ce que le Rwanda était un grand sujet pour toi en tant que journaliste ? Est-ce qu'il demeure un grand sujet pour toi ? C'est un sujet important parce qu'il m'a occupé pas mal de temps, bien c'est clair. Il est surtout très intéressant parce qu'il a permis de comprendre véritablement l'histoire. Par exemple, la décolonisation. Qu'est-ce que c'est que la décolonisation ? On voit très bien qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé au Rwanda, s'est passé aussi avec des liaisons quant au rôle de l'Église, etc., au Cameroun, à d'autres endroits aussi, au Sénégal. On voit très bien que quand on regarde un peu, j'en parlais tout à l'heure incidemment, sur la question de l'apartheid d'Afrique du Sud, de voir comment les Suisses qui ont quitté au moment des moments de libération, arrivés au pouvoir, ces pays pour aller se réfugier en Afrique du Sud et ont soutenu l'apartheid pendant des années, ça fait réfléchir, d'autant plus que les archives sur le rôle des Suisses sous l'apartheid n'est toujours pas ouverte encore, ça a été prolongé de quelques dizaines d'années par le Parlement suisse, donc on n'est pas encore prêt d'avoir la vérité. Et puis de l'autre côté, ce qui est intéressant, a été aussi que lorsque je me suis mis à enquêter un peu sur les soutiens du régime d'Abiyarimana en Suisse et des génocidaires, donc des gens qui étaient directement impliqués, au premier chef, les oncles, les tantes, les cousins, les petits-neveux, etc., de ces milieux génocidaires. Et vous me direz que le cousin n'est pas responsable d'eux, je veux bien, mais le problème c'est que dans une famille africaine, on est très très liés. Et quand on voit que les liens existent, qu'il y a des soutiens, qu'il y a des lettres qui se font, etc., qu'il y a une campagne qui est orchestrée par ces gens en Suisse, j'ai commencé à sortir faire des investigations, sortir des faits importants. Je me suis aperçu qu'il y avait énormément de dirigeants suisses qui les soutenaient. Professeurs d'université, avocats, gens d'église, etc. Et il y a eu une véritable exfiltration de dirigeants génocidaires vers la Suisse à un moment donné par ces gens. Et en sortant justement ces informations, on a essayé de me faire des procès pour diffamation, pour essayer de me faire taire, pour empêcher de continuer de sortir, notamment d'un journal à Fribourg qui s'appelait L'Objectif, qu'on a travaillé pratiquement 20 ans là-dessus. Et on a vu très bien qu'on a pu définir tout un pouvoir qui se trouvait être des soutiens de ces gens, parce qu'on ne voulait pas revoir le passé, on voulait bien, c'est pas possible, c'est des gens bien, on oubliait que ces gens bien avaient une main trempée de sang. Il a fallu travailler sur tout ça, et on voit très bien que ça concernait beaucoup les milieux de la démocratie chrétienne surtout, parce qu'Abiyarimana, l'ancien chef dictatorial du Rwanda, était membre de la démocratie chrétienne internationale. Et aussi une partie de milieux socialistes, donc là c'est pas une question idéologique, c'est plutôt une question de copinage et de solidarité avec Mitterrand, qui avait beaucoup soutenu Abiyarimana à l'époque, avec tous les problèmes que ça a posé avec la France.